France 3. À propos des affaires, le président défend Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy. Le chef de l'État a aussi parlé des élections, du sida et de l'écologie. Week-end rouge sur les routes, des centaines de milliers de vacanciers vont se croiser au moment où la neige revient. Terrible naufrage en Haïti, un ferry a sombré, il était bondé, impossible de faire un bilan, mais il y a sans doute plus d'1 millier de victimes. L'ex-Yougoslavie aussi, l'ONU renforce sa présence en Bosnie. Et puis les Russes, de leur côté, prennent parti pour les Serbes. Bonsoir. Tout d'abord donc la mer cruelle, avec ce terrible naufrage au large d'Haïti qui a eu lieu mardi dernier. Un terrible bilan, mais impossible à chiffrer réellement. 800, 1000, 1500 morts, personne ne peut le dire, car ces ferries sont surchargés. Et vous allez le comprendre en voyant ces images. Maryse Burgot. C'est le bateau des plus pauvres, des paysans haïtiens qui n'ont d'autre choix que de voyager là-dessus, entassés par centaines. Le ferry, le moyen de transport le moins cher en Haïti, mais aussi le plus dangereux. Combien était-il à bord mardi soir quand le Neptune a chaviré? 1000, 2000 peut-être. Le ferry assurait une liaison entre la ville de Jérémie et la capitale du pays, Port-au-Prince. À bord, il y avait les gens, bien sûr, mais aussi, comme d'habitude sur ce type de bateau, des sacs de noix de coco, des chèvres, des bœufs qu'on allait vendre à la ville. 23 h mardi soir, la tempête, la panique, le bateau chavire. Et aujourd'hui, on compte les morts. À bord, il n'y avait évidemment ni gilet, ni canot de sauvetage. Au large de Port-au-Prince, les gardes-côtes n'en finissent plus de ramasser des corps sans vie. Cette liste-là, c'est celle des survivants, de ceux qui se sont accrochés à un sac de noix de coco ou à un cadavre de bœuf à la dérive. Ce soir, à l'hôpital de Port-au-Prince, on prie pour tous ceux qui, après le naufrage, n'ont pas trouvé de planche de salut. Sur une autre mer du monde, un ferry a bien failli couler lui aussi. Ça s'est passé cet après-midi entre le Danemark et la Suède. Le bateau était pris dans une tempête. Il y avait 260 passagers à bord. Heureusement, le bateau que vous voyez ici, mais qui a été pris, ça c'était des images prises il y a déjà plusieurs semaines. Ce bateau donc finalement a pu se mettre à l'abri et les secours sont maintenant auprès du bateau. Et puis enfin, la mer encore, avec 5 hommes sur un bateau perdu dans une mer déserte. Il s'agit d'Olivier de Kersauzon et de ses 4 équipiers qui tentaient, vous le savez, de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Leur bateau Charal a depuis 2 jours un flotteur cassé. Cela se passe entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique, dans une région complètement perdue. Pour l'instant, Charal tente de revenir en Afrique du Sud, mais le bateau risque de se disloquer à chaque instant. Premières images, première liaison aussi avec Kersauzon, grâce à nos amis de Thalassa. Alain Escoubet. À 5 jours de navigation de Cape Town, voici le bateau d'Olivier de Kersauzon et l'endroit précis de l'avarie, à l'avant du flotteur droit. Explication de l'amiral. Moi je m'en suis aperçu parce que je trouvais que le passage dans l'eau s'était modifié, on avait une sorte de butée quoi, alors qu'on marchait à 20 nœuds, il y avait une espèce de coup de frein, il y avait un mouvement du bateau qui n'était pas naturel dans la mer et à ce moment-là je suis allé sur l'avant et puis j'ai vu que le flotteur était déchiré à l'étrave. La réparabilité de l'avarie va dépendre de l'examen technique fait une fois à terre de toute façon, il faut reconstruire complètement une partie avant de flotteur. Il y a 9 mètres de flotteur à reconstruire. On n'est pas content, on n'est pas content, mais de l'autre côté, c'est vrai aussi qu'on sait que ça fait partie de l'aventure. Je pense que des grands bateaux comme ça, emmenés dans de la mer, de façon puissante et tout, il faut être à peu près à accepter tout ce qui arrive. Sinon, on passe sa vie à être ou déçu ou dans le drame. On lui souhaite bonne chance, mais sa course risque bien de s'arrêter ici même à Cape Town dans 5 jours. Voilà, et ce soir, sur Thalassa, à partir de 20h40, sur France 3, d'autres images et d'autres précisions sur Kersauzon donc, et Charal. La politique et les affaires, et d'abord la suite de l'affaire Botton. Un nouvel élément met en cause le maire de Cannes, Michel Mouillot, qui en principe devait être entendu d'ailleurs par la police judiciaire de Lyon sur cette affaire, mais qui est souffrant et à l'hôpital pour l'instant. Michel Mouillot donc, qui n'a jamais caché qu'il avait travaillé pour Botton, serait en revanche sorti de son rôle en faisant travailler des employés de la mairie de Cannes pour la campagne électorale de Pierre Botton.
Voici l'enquête de Michel Fine et Philippe Tourpeau. Et le témoignage que vous entendrez est anonyme car l'employé de mairie craint pour son emploi. Monsieur Botton, je me présente aux élections. Janvier 91, campagne pour les législatives partielles. Voilà, je vais voir les Lyonnais et les Lyonnaises dans la rue. La dame aux cheveux blonds que l'on voit à gauche de Pierre Botton est en fait une employée de la mairie de Cannes. Comme une dizaine d'autres salariés de la municipalité cannoise, elle a été envoyée en avion privé pour aider Pierre Botton dans sa campagne. Il s'agit de personnes qui étaient en congé administratif de manière tout à fait régulière. Et il ne m'appartient pas, et il n'appartient à personne à la mairie, de savoir ce que ces agents font de ce temps libre, qui est du temps complètement libre, à leur entière disposition. Et ils l'ont fait de leur propre initiative, vous êtes formel. En tout cas, ils l'ont fait ni avec mon autorisation, ni avec l'autorisation de qui que ce soit d'autre, de responsables à la mairie. En fait, les employés de la ville de Cannes ont été envoyés à Lyon par leur propre chef de service, Dominique Zolin, que l'on voit sur cette photo au milieu du groupe et aux côtés de Pierre Botton. Le chef de service de Cannes-Quartier nous a appelé le matin en nous demandant si ça nous intéressait de gagner un petit peu plus d'argent. Donc on a dit oui. Et après on nous a expliqué que c'était tout simplement pour aider M. Pierre Botton à faire sa campagne. Vous avez été rémunéré pour ce travail? Oui, bien sûr. De quelle façon? En l'argent liquide. Combien? 4 000. Qui vous ont été remis par qui? Par M. Zolin en 2 fois. Vous savez d'où venait cet argent? D'après ce qu'on a compris, c'était quand même monsieur Barbatier ou M. Botton qui devait le donner à M. Zolin. Et vous étiez payé toujours par la ville de Cannes? Ah oui, bien sûr. Donc vous avez perçu un double salaire? Exactement. La plupart des frais, pressing, coiffeur ou restaurant, a été payé en liquide. Le séjour de l'équipe à l'hôtel des Savoies a été facturé à l'ordre de l'une des entreprises du groupe Pierre Botton, la SA Boisson. Les affaires et la politique, c'était justement l'un des thèmes principaux de la nouvelle intervention du chef de l'État dans le 19-20 de France 3. Et tout d'abord, François Mitterrand, vous allez le voir, a renvoyé gauche et droite dos à dos. 58 personnes parlementaires qui sont mêlées, incriminées, je ne dis pas coupables, hein, incriminées dans des affaires judiciaires, dans des affaires... Bon. Là-dessus, il y en a 30 qui appartiennent à l'opposition, et 28 qui relèvent de la majorité présidentielle. Comme ça, je dois dire qu'on entend beaucoup plus parler des dernières que des premières. Bon, mais je dirais pas qu'on est plus malhonnête ici et plus honnête là. Voilà, et puis à propos, M. Mitterrand a aussi défendu vivement Laurent Fabius, et à propos du rachat d'Adidas, il n'y a pas eu de faveur, a-t-il dit, pour Bernard Tapie. Et puis surtout, le chef de l'État, toujours à propos des affaires, a pris très vivement, vous allez le voir, la défense de son Premier ministre, Pierre Bérégovoy. Écoutez. Qu'on déclare chez un notaire, on enregistre. Sans intérêt. Mais ça le regarde. Parce que des Français, pour acheter par exemple un appartement ou une maison... Mais écoutez-moi, un ministre des Finances qui est depuis plusieurs années au gouvernement et que pour acheter un appartement a besoin d'emprunter, c'est pas si mal que ça, croyez-moi. J'en connais d'autres qui ont de quoi. Quand il s'agit d'un homme intègre comme lui, moi j'éprouve comme une sorte de souffrance à le voir mettre en cause. Surtout pour une affaire légale. Du début à la fin, légal. On peut dire qu'il aurait peut-être pu payer des intérêts. Alors, ils sont arrangés puisqu'ils étaient amis. Pour un homme qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de trésorerie, qui n'a pas d'épargne, qui a suivi un cursus tout à fait simple dans sa vie, ouvrier, employé, puis la politique l'a propulsé là où il se trouve grâce à ses qualités. Donc, moi je suis très indigné de la manière dont on le met en cause, car on altère sa réputation. Bien sûr, le président n'a pas parlé que des affaires. Ce soir, pendant 1 heure à peu près, le président a aussi évoqué des problèmes comme l'écologie, comme le sida, comme le chômage. Notamment, M. Mitterrand a proposé d'aller vers les 35 heures de travail hebdomadaire pour lutter contre le chômage. Le président a aussi parlé de l'Europe et à ce sujet, M. Mitterrand a appelé les Européens à se protéger des importations de produits du sud-est asiatique.
Voilà, alors une intervention assez importante, bien sûr, Albert Duroy. Hier, on peut dire que certains, aussi bien dans le milieu politique que dans le public, avaient été un petit peu déçus par la première intervention du président Mitterrand. Est-ce que ce soir, le président a répondu à leur attente? Oui, cette déception était surtout le fait de téléspectateurs et des questionneurs, des Français qui ont interrogé le chef de l'État. Eh bien, en début d'émission ce soir, le chef de l'État a dit que lui aussi avait été frustré. Et il en a tiré tout de suite une conséquence qui est intéressante sur le plan politique. Il en a tiré une conséquence dès le début de l'émission sur le premier thème d'hier, qui est aussi le thème le plus préoccupant pour la majorité des Français, le chômage. Il a réclamé une espèce de session de rattrapage ce soir. Il est revenu dessus. Hier, il s'était montré sur ce thème du chômage, de l'emploi, très défensif, en soulignant les causes anciennes ou les causes internationales du chômage en France. Aujourd'hui, il a éprouvé le besoin de se montrer plus offensif, plus dynamique, en faisant allusion à des pistes, à des amorces de solutions, comme par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, le partage du travail. Alors il me semble que cette adaptation sur le chômage d'un jour sur l'autre illustre bien la difficulté de l'exercice auquel le chef de l'État avait accepté de se livrer. Cet exercice avait deux objectifs. D'une part, il s'agissait en période électorale, avant des élections, d'assumer, de justifier, de défendre le passé. Et d'autre part, deuxième objectif, celui d'ouvrir des perspectives. Eh bien, à l'issue de ces deux émissions, semble-t-il, le premier objectif aura été mieux atteint que le second. Alors Albert, vous parliez de la réaction des Français à propos de ces deux interventions. Et du côté politique, effectivement, l'opposition s'est montrée très critique ce matin sur cette double intervention du chef de l'État. Écoutez par exemple Édouard Balladur et Dominique Baudis. L'intérêt qu'a le président de la République à s'impliquer comme il le fait dans cette campagne électorale. Si son objectif est de faire en sorte que la défaite prévisible du Parti socialiste soit également et de façon évidente la sienne personnelle, alors il a sans doute eu raison de faire ce qu'il a fait. Mais je ne suis pas sûr que ce soit son objectif. J'ai trouvé M. Mitterrand très méprisant. Méprisant vis-à-vis des Français. Votez comme vous voulez, de toute façon, je n'en tiendrai aucun compte. Méprisant vis-à-vis de la future majorité. Elle a un programme, mais je n'en tiendrai aucun compte. Ça m'est égal, je ne le lis même pas. Méprisant vis-à-vis du futur gouvernement de la France, annonçant même qu'il allait le combattre. Le président de la République combattant le gouvernement dont il a nommé le Premier ministre. Où est l'intérêt de la France dans tout cela ? Le reste de l'actualité maintenant est d'abord l'ex-Yougoslavie, d'abord les faits. La population de Sarajevo, aujourd'hui, est toujours prise en otage. 350 personnes aujourd'hui, des femmes et des enfants pour la plupart, ont réussi à quitter la ville dans des bus affrétés par la Croix-Rouge. Essentiellement, il s'agissait de familles croates qui étaient réfugiées dans la capitale bosniaque depuis décembre dernier. Nous vous le répétons tous les jours, la situation est dramatique dans Sarajevo. Et elle l'est pour toutes les communautés. Aubry Edler et Jean-Marie Lemaire ont réussi à contourner les lignes de front. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans un quartier serbe de la capitale bosniaque. La vie quotidienne y est aussi difficile qu'ailleurs. Reportage. Sarajevo vu d'en haut, vu de l'autre côté plutôt. Nous sommes chez les Serbes, ceux du quartier de Gorbavica. Il est à 50 mètres du centre-ville. Il faut désormais pour y accéder passer l'aéroport, contourner la ville et rejoindre les collines tenues par les Serbes de Bosnie. Mais on n'est pas dépaysé ici. Le gâchis et la tristesse sont semblables. Il faut la même rapidité pour traverser les rues en ligne de mire des tireurs embusqués d'en face. 20 mètres séparent les deux fronts. L'immeuble gris est bosniaque, le jaune occupé par les Serbes. Les ennemis pourraient se parler sans avoir à crier. 7000 personnes vivent à Gorbavica. Pas d'eau, pas d'électricité ni de chauffage. On y fait les mêmes gestes quotidiens que dans le Sarajevo musulman. Ce point d'eau est le dernier qui fonctionne, avec parcimonie d'ailleurs dans le quartier. Mais quand on est serbe à Sarajevo, il reste néanmoins un avantage considérable. On sait que l'on peut sortir, s'enfuir, tenter d'échapper à la guerre si l'on en a l'argent ou la volonté. L'armée serbe tient en effet les collines alentours. Une situation qui autorise en tout cas le ravitaillement régulier de la population. Ce n'est pas l'abondance, mais juste suffisant pour tenir le coup. Et puis le quartier est toujours ravitaillé par le HCR. 75 à 90 tonnes de vivres sont ainsi acheminées chaque semaine.
Les Serbes affirment même recevoir davantage depuis que les musulmans bosniaques boycottent l'aide humanitaire. Mais après bientôt 11 mois de guerre civile, les visages portent partout la même détresse. À Gorbavica aussi, la fatigue et le désespoir ont gagné la première bataille. L'aspect diplomatique du conflit maintenant, on commence à mieux comprendre ce qui sous-tend ce drame. Exemple, les Russes, par le biais de leurs députés, se sont clairement placés du côté des Serbes. Et même si Boris Yeltsin est en lutte ouverte avec les parlementaires conservateurs, il est clair que les Russes ont choisi leur camp dans ce conflit de l'ex-Yougoslavie. Marcel Tria, à Moscou. Comme au bon vieux temps de la guerre froide, les forces nationales russes ne reculeront devant rien pour débarrasser notre sol de ce régime criminel pro-américain. En dénonçant l'alignement de la diplomatie russe sur les positions de Washington et l'abandon des alliés traditionnels, les nationalistes et les conservateurs savent bien que le terrain est bon. De tout temps, l'opinion publique russe s'est sentie proche des frères slaves et orthodoxes de Serbie. Hier après-midi, au Parlement, le député nationaliste Nikolai Pavlov n'a eu aucun mal à faire voter à la quasi-unanimité une résolution exigeant l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de sanctions contre la Croatie. En cas de refus, la Russie cesserait de soutenir l'embargo contre la Serbie et le Monténégro. Y a-t-il des troupes croates en Bosnie-Herzégovine? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des sanctions contre la Croatie? Non, il n'y en a pas. Y a-t-il des troupes serbes de la République de Yougoslavie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine? Oui ou non? Non. Pourtant, il y a des sanctions contre la Serbie et le Monténégro. Je vous pose la question, est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Un souci d'équilibre qui n'apparaît guère sur le panneau d'exposition qui trône dans le hall du Parlement. Ici, les bourreaux sont uniquement les Croates et les musulmans, et il n'y a pas d'autres victimes que les populations serbes. Un nouveau défi au président Yeltsin, engagé depuis décembre dans une interminable confrontation avec le Parlement et qui n'a pas caché hier soir à la télévision sa profonde lassitude. On l'a appris ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger de 6 semaines le mandat de la FOPRONU, la force militaire des Nations Unies, dans l'ex-Yougoslavie. Et aussi, le Conseil de sécurité a décidé de doter cette force de moyens plus importants. De leur côté, les Occidentaux sont très attentifs à l'évolution de la situation. Ils surveillent par mer et par les airs. Exemple, 4 porte-avions occidentaux sillonnent en ce moment même l'Adriatique. Olivier Lerner et André Soras sont rendus à bord du Clemenceau et de l'Arc Royal, les navires français et britanniques. Attente. Les jumelles ne sont pas nécessaires pour observer. Il y a un monde fou en mer Adriatique. Côté français, 3600 hommes et 8 femmes répartis sur 6 navires de guerre. À bord du Clemenceau, on imagine toutes les hypothèses. Évacuer les casques bleus français de Croatie, s'il le faut. Il est bien évident que nous ne sommes pas là pour uniquement être sur place. Nous avons une posture d'alerte. Cette posture d'alerte nous a été donnée par les plus hautes autorités militaires. Donc nous sommes prêts. S'il y a un accident, eh bien, nous réagirons en fonction des missions précises qui nous seront indiquées à ce moment-là et sous les délais d'alerte que nous tenons. Mais pour nous, le problème, c'est de durer. Le Clemenceau, c'est le berceau des pilotes qui doivent savoir se jeter plein gaz sur cette piste de 120 mètres de long. Pour tuer le temps, ils s'entraînent en simulant des attaques contre les Anglais ou les Américains. Leur ennemi, le vrai, n'a pas encore été désigné, nommément. À l'instar des Français, les Britanniques ne cachent ni leur arsenal, ni leurs intentions. Nous ne sommes pas très loin de Split, d'ici. Est-ce que vous êtes prêts pour un éventuel débarquement? Bien sûr, on est prêt. Of course, we're ready. À bord de l'Arc Royal, l'appontage est vertical. C'est l'une des rares différences observées entre Britanniques et Français qui attendent le feu vert de leurs gouvernements respectifs pour passer d'une mission défensive à une mission offensive. Le président Mitterrand sur France 3 a parlé aussi du conflit de l'ex-Yougoslavie. Il a réaffirmé qu'il était exclu que des soldats français soient envoyés faire la guerre, donc dans l'ex-Yougoslavie. Il a souligné que les opérations de sauvetage devaient être décidées par les Nations Unies. En Italie, nouvelle démission de 2 hommes politiques. Après le ministre de la Justice, c'est aujourd'hui les ministres des Finances et de la Santé, Giovanni Goria et Francesco Da Lorenzo, qui ont démissionné. Ils étaient mis en cause dans des affaires de corruption. En Colombie, la femme et 2 des enfants de Pablo Escobar ont été arrêtés. L'épouse du chef du cartel de Medellín s'apprêtait à quitter la Colombie pour Miami, aux États-Unis.
L'actualité sociale en France, maintenant, avec d'abord le conflit de la Poste. La grève nationale des postiers a été beaucoup moins suivie que prévu. 20% de grévistes à peu près seulement selon la direction, et la plupart des bureaux de poste étaient ouverts. Les postiers en grève manifestaient, vous le savez, contre la réorganisation de la Poste. Pour eux, les suppressions d'emplois se traduisent en général par une surcharge de travail, mais aussi en province, dans certains petits villages, c'est purement et simplement la disparition des petits bureaux de poste. Exemple, à Bleurville, dans les Vosges, Christine Boss, Sylvain Gauthier, inquiétude. Ils ne veulent pas fermer comme ça. Ça, vous savez, hein, maintenant on ne parle même plus en rentabilité, on parle en économie d'emploi. C'est terrible, ça. Économie d'emploi, un terme qui fait frémir les 400 habitants de Bleurville, car cela signifie toucher à une institution, leur bureau de poste, créé en 1920. Le village vosgien compte encore une scierie, une fromagerie et une boulangerie. Mais pour combien de temps? Avec la fermeture matinale du bureau de poste, et plus tard peut-être la fermeture totale, c'est un service public de plus qui disparaît, un lien social qui meurt. Il y a 10 ans, on rigolait, les bistrots fermés dans les pays. Après, c'est les écoles, et maintenant, ils vont fermer les postes. Qu'est-ce qu'ils veulent, nos dirigeants? Ils veulent que nos petits pays crèvent? Il est vrai, mais qu'ils nous le disent. On mettrait la clé sous la porte de tout le monde. Alors, il faut savoir, hein. On veut la mort du monde rural, on veut que le monde rural dure. C'est tout. Si on supprime tout le service public, savoir si les PTT c'est un service public ou pas. Pour Gérard, receveur à Bleurville depuis 10 ans, la Poste a une mission à remplir auprès du public, encore plus en milieu rural. Ici, il connaît tout le monde, il est l'ami et le conseiller de chacun. Alors on dit bonjour à Gugus. Bonjour Gugus. Dis bonjour Gugus. On nous casse les pattes en voulant fermer le matin. Moi personnellement, dans mon bureau, je me demande comment je vais faire. Si tout le report du trafic du matin vient sur l'après-midi, je ne pourrai plus sortir, je ne pourrai plus prendre de rendez-vous et plus faire mon travail consciencieusement. À Bleurville, comme dans les 30 autres communes du département possédant une recette rurale, les villageois se mobilisent. Des pétitions ont été envoyées au préfet et au directeur régional de la Poste. Ce week-end, les Français ont l'esprit aux vacances. Certains s'en vont, d'autres partent. Objectif, la neige. Apparemment, les premiers partis ont été moins gâtés que ceux qui s'en vont maintenant, car la neige arrive seulement. Même si les stations des Hautes-Alpes font savoir haut et fort qu'elles n'ont pas vraiment manqué de neige. En tout cas, Françoise Vallée est allée, elle, à Laclusaz, en Haute-Savoie. Constat sur place. On l'attendait mercredi. La neige est arrivée par surprise cet après-midi un peu partout dans les Alpes du Nord. Quelques flocons pour accueillir les vacanciers et recouvrir les pistes dont la plupart étaient fermées faute de neige. Objectivement, alors le matin, la neige jamais, préparée par les machines, la neige est excellente. L'après-midi, bon, vu le nombre de skieurs, la neige est un peu poussée sur les bords et c'est un peu glacé par endroits. C'est bien, c'est très bien, c'est en train de tomber là, mais il fait super froid. Et c'est l'horreur, quoi, je suis gelée. C'est un peu le problème qu'on a en ce moment avec la neige qui tombe. C'est de la neige froide et vous voyez, ça fait des petits gobelets comme ça. C'est pas des gros flocons du mois de janvier. Mais ça va faire du bien pour le manteau neigeux. Ça va surtout faire plaisir aux professionnels. Le manque de neige est catastrophique pour les stations de moyenne altitude. Ici, à Laclusaz, on commençait à sortir les VTT et rouvrir les tennis. Mais la clientèle ne s'est pas découragée pour autant. Dans l'ensemble, si vous voulez, les gens qui avaient réservé ont pratiquement pas décommandé. Nous, on est déjà rempli à 90-95% et les flocons qui tombent actuellement font remplir les 5 ou 10% qui restent. Les petites chutes de neige d'aujourd'hui ne suffiront pas pour rouvrir le domaine skiable au-dessous de 1500 mètres. Mais une nouvelle perturbation est annoncée dimanche avec de la bonne neige. Ce sont les skieurs qui repartent demain qui sont contents. On part demain et on est un peu dégoûtés. Grand chassé-croisé, en tout cas sur les routes. 500 000 vacanciers reviennent déjà et 900 000 autres s'en vont sur les pistes ou ailleurs. Conséquence d'une circulation difficile. Alors Anne Guéry est sur l'autoroute A6 à Chilly-Mazarin. Anne, pour l'instant, je crois que ça ne se passe pas trop mal. Non, Hervé, tout se passe bien. La circulation est quasiment normale ce soir, tout juste un peu plus dense que d'habitude. Alors, il y a bien eu quelques ralentissements à 18h à la sortie de Paris, des ralentissements dus à un bouchon d'une quinzaine de kilomètres. Mais ce
bouchon s'est très vite résorbé. Tout se passe comme si les Parisiens avaient décidé de suivre les conseils de Bison Futé et de partir plus tard. Cet après-midi, il y avait tout de même quelques vacanciers sur la route, mais des vacanciers détendus, bien décidés à lever le pied. Il faut dire qu'aujourd'hui, on les avait bien chouchoutés au péage. Regardons ensemble. Un petit encas pour la route et ça repart. La société d'autoroute offre la boisson, quelques friandises. Au péage, on a même le sourire en prime et ça marche. Ils sont gais, hein. Ils sont assez polis, ils plaisantent, non, ça va. Ils sont heureux et pour cause, ils partent en vacances. Alors finalement, les bouchons, ce n'est pas leur problème. Vous savez que quand on finit de travailler, on s'en va. Ça se passe comme ça, concrètement. Non? Vous n'avez pas peur des bouchons? Non, on aime au contraire les embouteillages. Bon week-end. Hein. Je m'arrête à Lyon en principe. Je fais ça en 2 étapes. En 1 heure, il est passé ici 2700 voitures, bien moins qu'en temps normal. C'est peut-être tout simplement pour cela que cet après-midi, les automobilistes étaient sympas. Cet après-midi, c'était sympa, Anne. Ce soir, ça se passe pas trop mal. Demain, je crois que ça peut être un pire. On est tenté de dire que le pire est à venir, et le pire est à venir dès cette nuit. On attend de grosses difficultés dès 2 heures du matin, et ces difficultés devraient se poursuivre jusqu'à demain 15 heures. Alors, Bison Futé vous conseille, si vous le pouvez bien sûr, de partir demain le plus tard possible, et pourquoi pas dimanche qui est un jour vert. Ce conseil vaut aussi pour ceux qui vont quitter les stations et rejoindre la capitale. Et puis, ultime conseil de Bison Futé, maintenez bien, respectez bien vos distances de sécurité et surtout, ne roulez pas trop vite. Merci Anne pour tous ces conseils. Un conflit social qui a mal tourné à Mayotte, une île française de l'archipel des Comores. Une grève générale avait été déclenchée par les syndicats pour obtenir une augmentation du SMIC. Il y a eu des manifestations, des violences et les bâtiments publics ont été incendiés. La situation est toujours très tendue dans l'île ce soir. Le hold-up de la Banque de France à Toulon, 9 personnes ont été écrouées. En réalité, le hold-up record, 160 millions de francs de la Banque de France, avait été organisé par des amateurs, disons, et des petits escrocs. Patrice Romden. Leur rêve de luxe a pris la forme d'un fourgon cellulaire. Vol à main armée, séquestration, prise d'otages pour les uns, complicité pour les autres. Les chefs d'inculpation divergent, mais la peine encourue reste la même, 10 à 20 ans. Depuis la nuit dernière, 9 des auteurs du casse de Toulon dorment en prison. Parmi eux, les cerveaux, ceux qui ont bénéficié des informations d'une taupe dont la police n'a cessé de soupçonner l'existence. La taupe, cette femme, 30 ans, divorcée, 2 enfants, secrétaire comptable à la Banque de France, elle savait ce qu'elle faisait. J'ai joué, j'ai perdu, je paye, tel fut son commentaire. Il n'y a pas eu manipulation, il n'y a pas eu renseignement donné de façon inconsciente. Mais il y a eu, au contraire, une volonté chez cette personne de livrer les renseignements qu'elle a livrés. 9 personnes écrouées, sur combien? Une quinzaine, selon la police qui s'attelle désormais à une double tâche, les identifier et mettre la main sur 150 des 160 millions de francs de butin pour l'heure introuvable. Le rugby maintenant, toute la France et France 2 en particulier. En vert, demain, le 15 de France se rend à Dublin pour un France-Irlande décisif, pour un Irlande-France plutôt décisif dans le tournoi des 5 nations. Après une victoire et une défaite, le 15 de France a encore ses chances pour gagner, mais il faut vaincre demain dans la verte Irlande, un pays où les rugbymen ne sont que 15 000, mais où il existe une très forte tradition. Christophe Duchiron, Marcel Martin. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. En Irlande plus qu'ailleurs, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Le père Michael Shield a 54 ans, il est recteur du Belvedere College. Comme tous les matins de la semaine, la messe est dite dans l'oratoire du collège. Comme presque tous les après-midi de la semaine, Michael Shield, père catholique, abandonne la soutane. C'est en survêtement qu'il célèbre la messe rugbystique pour les moins de 18 ans, avec passion et dévotion. En Irlande, le rugby est obligatoire dans certains établissements et c'est naturellement au collège que les jeunes apprennent et non dans les clubs qu'ils rejoindront plus tard. C'est grâce au collège et la plupart de ceux qui jouent au rugby aujourd'hui pour l'équipe d'Irlande ont commencé au collège. Chacun rêve d'endosser le maillot vert pour représenter l'Irlande, mais ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un sport.
Le rugby est beaucoup pour les jeunes au collège, mais le rugby aurait tendance à devenir un passe-temps pour les plus âgés. La vie professionnelle prend le pas alors sur la vie sportive. C'est vrai, c'est au collège qu'on devient rugbyman, c'est vrai aussi, le collège et le rugby mènent à tout à condition d'en sortir. 1979, cet arrière moustachu en pleine relance, l'Irlande reçoit la France à Dublin, Dick Spring dispute sa 3e et dernière sélection en équipe nationale. 1993, Dick Spring est vice-premier ministre du gouvernement et chef du parti travailliste. Retrouvailles avec Jean-Pierre Rive et profession de foi pour l'ancien élève de Trinity College. Le rugby et le golf étaient réservés à une élite, c'est vrai, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Les barrières sont tombées et c'est d'ailleurs le rôle du sport et de la politique que de faire tomber les barrières. Drôle de rugby irlandais où se côtoient l'éducation, la religion et la réussite sociale. Un rugby amateur qui survit grâce à la passion de quelques fidèles. À l'heure du professionnalisme dans le monde de l'Oval, c'est presque un miracle. Voilà, demain donc rendez-vous France 2, 14h45 avec Jean Mamère, Pierre Salvac et Pierre Albaladejo. Paul McCartney, le retour. Après 3 ans de silence, l'ex-Beatle revient. Un disque et une tournée mondiale avec des titres pleins de nostalgie et de souvenirs. Première étape hier soir, Milan. Avant l'Australie, les États-Unis et la France, ce sera en juillet. Pascal Deschamps était à Milan hier soir. Get out of my way. Pas un Milanais présent ce soir-là n'aurait échangé son ticket contre une place pour aller au stade San Siro, voir jouer le Milan AC. Paul a joyeusement dribblé entre reprises des Beatles, Yesterday, Michel et nouveaux titres déjà adoptés par le public. Voilà un homme heureux, non seulement il peut puiser dans l'un des répertoires rock les plus riches des 30 dernières années, mais son nouvel album est déjà en tête des ventes avec celui d'un vieux rival, Jagger. À l'époque, je lui piquais ses petites copines, mais il me piquait les miennes. Puisqu'on parlait des Beatles, il paraît qu'ils vont se reformer, c'est vrai ? Une chaîne de télé prépare un documentaire sur nous. J'ai juste suggéré qu'on fasse 1 ou 2 morceaux, Ringo, George et moi. Ça nous donne finalement un prétexte pour rejouer ensemble, mais sans la pression médiatique. Ça y est, les Beatles se reforment. Et pourquoi avez-vous laissé Michael Jackson racheter les chansons des Beatles? En fait, c'est moi qui lui ai suggéré d'investir son argent dans la musique. Et il m'a dit « Je vais racheter vos chansons ». J'ai cru qu'il plaisantait. Eh bien, pas du tout. Son dernier album, lui, est résolument écolo. J'en ai juste eu assez de tous ces hommes politiques qui se réunissent et bazardent notre avenir. Comme ceux qui sont allés au sommet de la Terre à Rio et qui ont dit, avant même d'y mettre les pieds, de toute façon, on ne signera rien. Si Paul McCartney, aujourd'hui une des plus grosses fortunes d'Angleterre, repart en tournée, c'est, dit-il, pour prendre du plaisir et en donner. Et hier soir, c'était réussi. Voilà, et on termine le journal avec McCartney. Dans un instant, les prévisions de la météo. Laurent Romeshko qui parlera justement de la neige. Ce soir au programme sur France 2, un film, Comme à dépasser. Ensuite, Bouillon de culture de Bernard Pivot. 23h30 à peu près, Catherine Sellac pour la dernière édition. Demain à 13h et à 20h, vous retrouverez Bruno Mazur. Bonne soirée sur France 2.